Il existe des gestes quotidiens qui semblent insignifiants, mais qui coûtent cher. Cédez votre opinion pour éviter un conflit, gardez le silence sur ce qui vous dérange par peur de gêner, vous laissez entraîner par l'urgence de vous intégrer ou, pire encore, mendier de l'attention de ceux qui ne vous respectent pas. Ce n'est pas une faiblesse occasionnelle, c'est une fracture dans le caractère qui, si vous la normalisez, vous enchaîne à une vie de dépendance et de ressentiment. Personne ne vous rendra la dignité que vous offrez, et il n'existe pas de récompense pour celui qui se sacrifie le plus pour être accepté. Il est inconfortable de l'admettre, mais souvent, le seul ennemi qui vous enlève le contrôle de votre vie, c'est vous-même, par peur de rester seul ou de vous sentir invisible. Le stoïcisme n'est pas une recette pour devenir froid, mais c'est un entraînement brutal pour couper à la racine la soumission, l'auto-tromperie et l'épuisement à chercher l'approbation. La tranquillité et le respect de soi ne se négocient pas, ils se défendent comme une limite inébranlable. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur, vous devez vous le rappeler chaque jour et agir en conséquence. La vie n'attend pas ceux qui suppliquent, elle attend de la fermeté, de la clarté et la capacité de partir quand c'est nécessaire. Si vous voulez cesser d'être manipulé ou utilisé, commencez par ne pas vous trahir vous-même. Ce que vous tolérez aujourd'hui est le prix que vous paierez demain. Il est temps de reprendre le contrôle. Pas un pas en arrière en dignité, pas une goutte d'énergie pour ceux qui ne vous valorisent pas. 1. Préserve ta dignité face à tout. Si tu remets ta dignité entre les mains des autres, tu perds tout. C'est aussi simple que cela. Peu importe combien de justifications tu inventes, ni à quel point tes arguments internes sont convaincants pour excuser chaque fois que tu te humilies pour obtenir de l'attention, pour des miettes de respect ou pour ne pas être seul. Chaque fois que tu choisis de te taire face à un manque de respect, chaque fois que tu t'adaptes au confort des autres, au détriment de ta propre vérité, tu te vends à bas prix. Ce ne sont pas les autres qui te rabaissent, c'est toi qui baisses ton prix. La dignité n'est pas un prix que te donnent ceux qui t'acceptent. C'est la base sur laquelle tout ce que tu es se construit. La perdre, c'est permettre à n'importe quel vent extérieur de contrôler ta direction, te livrant à la dérive de la validation et de la manipulation. Tu dois cesser de te faire petit pour t'adapter à des moules étrangers. Il y a ceux qui chercheront toujours à profiter du faible, de celui qui doute, de celui qui est prêt à négocier sa paix pour de la compagnie, ou son respect pour de l'acceptation. Si tu te reconnais dans cette attitude, ne te trompe pas. Ce qui te manque, ce ne sont pas des opportunités. Ce qui te manque, c'est une limite. Être aimable n'est pas la même chose qu'être soumis. Et tolérer l'intolérable n'est pas de la maturité, c'est de la faiblesse déguisée en vertu. Chaque fois que tu refuses de mettre un terme, chaque fois que tu te justifies en pensant que ça vaut la peine de supporter, tu hypothèques ta valeur. La dignité est le filtre qui sépare ce que tu mérites de ce que tu acceptes seulement par peur. Si tu ne mets pas de limite, ta vie se remplit d'envahisseurs. Personne ne défendra tes frontières si tu ne le fais pas d'abord. Tu ne peux pas continuer à attendre que les autres changent ou te valorisent si tu ne te respectes pas toi-même. La dépendance à l'approbation des autres est une chaîne invisible. Elle t'attache à la médiocrité et à l'auto-illusion. Combien de temps vas-tu encore investir à convaincre ceux qui ne veulent pas voir ta valeur? Le respect de soi ne se négocie pas. Il s'exige par des actions. Si tu dois mendier de l'attention, tu as déjà perdu. Si tu dois forcer l'admiration, tu es déjà vidé de l'intérieur. Arrête de mendier ce que tu peux te donner toi-même. Ta dignité n'est pas une monnaie d'échange pour acheter des likes, de la compagnie ou des compliments bon marché. Se maîtriser soi-même est la seule garantie contre la manipulation. Si tu réagis impulsivement à chaque provocation, tu deviens prévisible, manipulable, insignifiant. L'autocontrôle n'est ni froideur ni résignation, c'est la discipline de prioriser l'essentiel. Ne sacrifie pas ton intégrité pour une gratification immédiate. Chaque fois que tu le fais, tu deviens esclave de tes impulsions et du désir d'acceptation. L'indépendance réelle n'est pas de l'arrogance, c'est de la force.
Supporter la solitude avec dignité sera toujours préférable à t'entourer de relations toxiques ou vides au nom d'un faux sentiment d'appartenance. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à qui que ce soit. Celui qui vit en essayant de se valider auprès des autres s'épuise, se fragmente, devient un acteur de sa propre existence. La vraie valeur s'affirme dans le silence, dans la cohérence, dans la constance. Ta dignité est ton bouclier, pas ton déguisement. Si tu comprends cela, il y a une phrase que tu ne dois jamais oublier. Ne mets jamais ta dignité entre les mains des autres. Et une autre, l'autocontrôle est la meilleure défense contre la manipulation. La dignité n'est pas négociable. Si tu ne la protèges pas, personne d'autre ne le fera. 2. Ne remets pas ta valeur en jeu pour obtenir de l'approbation. Tu es assis devant ton téléphone, tu vois que la conversation s'essouffle et le dernier message est resté sans réponse. Tu ressens le besoin d'écrire quelque chose de plus, d'ajouter un emoji, de chercher une excuse pour réapparaître. Ce n'est pas seulement de l'anxiété, c'est cette pression sourde qui t'oblige à rester présent, même si de l'autre côté, tu ne reçois que de l'indifférence ou des réponses courtes. L'impulsion de continuer à investir, de chercher la réaction, se déguise en intérêt sincère, mais au fond, c'est la peur de disparaître du radar de quelqu'un d'autre. C'est là que tu commences à négocier avec toi-même. Tu te convaincs que la persistance est une vertu, que céder un peu plus n'a pas d'importance, qu'il vaut mieux sacrifier de petites parties de ta fierté plutôt que de ressentir le vide du désaccord. Mais la vérité est plus crue. Chaque fois que tu cèdes sur l'essentiel, tu ne deviens pas seulement plus invisible aux yeux de l'autre, tu deviens aussi plus opaque à toi-même. Le mécanisme est presque automatique. Tu as appris, peut-être depuis l'enfance, que l'acceptation avait ses récompenses et que le rejet faisait mal, comme une plaie ouverte. Ainsi, tu as développé une sorte de radar pour capter les signaux d'approbation. Et quand tu ne les reçois pas, ton esprit se précipite pour combler ce vide à tout prix. Tu t'adaptes, tu t'édites, tu baisses le ton de ta voix, tu doutes de tes propres opinions, tout cela pour t'intégrer dans une narration qui n'est même pas la tienne. Tu appelles cela de l'empathie, tu le déguises en flexibilité, mais au fond, tu sens comment le poids de ta valeur se réduit chaque fois que tu privilégies l'intégration à l'authenticité. C'est une dette émotionnelle qui ne se solde jamais, car la validation des autres est un paiement qui arrive toujours en retard et qui n'est jamais suffisant. Tu te rends compte qu'il y a des jours où tu te lèves déjà en te demandant ce que les autres attendent de toi. Tes amis, ton partenaire, ton patron, même des inconnus sur les réseaux sociaux. Tu t'entraînes à lire les gestes, à deviner les intentions, à te modeler selon ce que tu crois être bien reçu. L'esprit devient un filtre qui déforme la réalité. Tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que tu crois qu'elles devraient être pour plaire, pour appartenir, pour ne pas être mis de côté. Et ainsi, peu à peu, tu cesses de t'écouter. Le conflit interne apparaît lorsque ton instinct te crie que tu ne devrais pas accepter certaines attitudes, mais ta peur de perdre l'approbation t'oblige à sourire, à te taire, à continuer d'investir dans des relations ou des situations qui ne font qu'alimenter ton anxiété. Cet entraînement constant à chercher l'approbation des autres est une fracture dans le caractère. Il affaiblit la volonté, oxyde la confiance et te rend otage des attentes externes. Il ne s'agit pas de devenir insensible, ni de traverser la vie sans se soucier de rien ni de personne. Le problème est que, si tu remets ta valeur sur la balance des autres, tu finis par vivre dans une dette perpétuelle, toujours en attente d'une validation qui ne consolide jamais ton estime de soi. La clé est d'identifier le moment exact où tu commences à céder juste pour recevoir de l'approbation. C'est là que tu dois t'arrêter, non par fierté vide, mais par un profond respect pour ton essence. Tu n'es pas le résultat des gestes des autres. Ta valeur ne dépend pas de si l'on t'applaudit ou de si l'on t'ignore. La véritable sécurité est de faire ce qui est juste, même si personne ne regarde. Ne vends pas ta dignité pour une tape dans le dos. L'approbation que l'on mendie est toujours une défaite interne. Alors,
Tiens-toi ferme sur ce que tu es. Priorise la cohérence avant la sympathie, le respect de soi avant la gratification instantanée de te sentir accepté. Si tu dois déguiser ton essence pour appartenir, le prix est trop élevé. Personne ne peut te donner la valeur que tu te refuses. Ne change pas ton authenticité pour un applaudissement éphémère. La paix intérieure est plus précieuse que l'approbation fugace. 3. Le respect de soi ne se négocie jamais. J'admets qu'il y a des moments où j'ai ressenti la tentation de troquer mon respect de soi pour plus de confort, pour éviter un conflit ou simplement pour éviter l'inconfort d'être celui qui met un terme à la situation. Ce n'est pas facile à reconnaître, mais il y a un mécanisme interne qui s'active lorsque l'ambiance devient tendue. Ce moment inconfortable où tu te demandes si cela vaut la peine d'exprimer ce que tu penses, si ce serait mieux de laisser passer, si peut-être tu exagères et que tu devrais t'adapter. Ce n'est pas de la lâcheté ouverte, c'est une négociation silencieuse avec soi-même. Tu te dis que ce n'est pas grave, que pour une fois ça ne fait rien, que la relation ou la paix momentanée pèse plus que ta propre conviction. Mais là est l'erreur. Chaque fois que tu acceptes un manque de respect, même minime, tu t'entraînes à tolérer le suivant. Le respect de soi ne se négocie jamais, car dès que tu le fais, tu démontes le seul système de protection réel que tu as. Tu perds ton autorité interne et avec elle, la capacité d'être fidèle à ce que tu es. En décomposant le problème, un schéma se révèle. D'abord, tu sous-estimes l'impact de céder sur des petites choses. Tu crois que tu peux te remettre après, que c'est réversible. Mais ce qui se passe réellement, c'est que ton esprit apprend que le sacrifice du respect de soi est une option viable, et cette porte ne se ferme jamais complètement. La prochaine étape est la rationalisation. Tu justifies ton silence, tu minimises le dommage, tu te répètes que c'est par diplomatie ou maturité. Cependant, ce qui semble être de la flexibilité est, au fond, un recul. C'est permettre aux autres de définir la valeur de ta présence et de ta voix. Le respect de soi est une décision, pas une conséquence. Personne ne va te le donner ou te le rendre après te l'avoir pris. Si tu le remets en question une fois, le précédent affaiblit toutes tes limites futures. La conséquence la plus dangereuse n'est pas la réaction des autres, mais l'usure interne qui s'accumule. Tu perds la clarté pour distinguer quand tu cèdes par stratégie et quand tu cèdes par peur. Le respect de soi est la base à partir de laquelle tu décides qui tu laisses entrer, jusqu'où tu permets qu'on t'influence et à quel moment tu dois te retirer. Il ne s'agit pas de rigidité ni de fierté vide. Il s'agit d'établir un standard qui ne bouge pas au gré des circonstances ou des émotions des autres. La dignité ne se négocie ni en privé ni en public. Si tu le fais une fois, il te sera plus facile de le justifier la prochaine fois. Et ainsi, sans t'en rendre compte, l'exception devient une habitude. Celui qui apprend à défendre son respect de soi développe une sorte d'immunité psychologique face à la manipulation et au chantage émotionnel. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. C'est toi qui décides du prix de ton temps, de ta parole, de ta présence. Le respect des autres n'arrive que lorsque tu l'exerces d'abord avec toi-même. Si tu échoues dans cette discipline, tu deviens un terrain fertile pour l'abus et la manipulation subtile. Il n'y a pas de raccourci. Le respect de soi est un investissement quotidien. Ne troque pas ta valeur pour une tranquillité momentanée. C'est la ligne qui sépare celui qui vit selon ses principes de celui qui s'adapte par peur. L'essentiel est d'identifier le point exact où surgit la tentation de céder. Si tu reconnais ce moment et que tu résistes, tu renforces ton caractère et ton indépendance. C'est la base de toute relation saine, de tout projet qui a un avenir. La certitude qu'il y a un noyau en toi qui n'est pas à vendre, qui ne s'ajuste ni à la pression ni au désir de plaire. Le respect de soi est la frontière ultime. Si tu la franchis, tu te perds. Si tu la défends, tout le reste s'organise. 4. Poser des limites sans peur ni culpabilité. Une limite est comme tracer une ligne sur une carte personnelle, mais pas avec de l'encre ni avec des mots grandiloquents, mais avec des gestes subtils et des décisions concrètes.
Il y a ceux qui franchissent cette ligne sans regarder en arrière. Ils interrompent, envahissent, exigent, et c'est là que la plupart se rétractent, baissent les yeux ou forcent un sourire gêné pour ne pas rompre l'ambiance. Le corps le révèle avant la bouche. La mâchoire se tend, les épaules se haussent, les doigts tambourinent sur la table cherchant une excuse pour s'échapper du moment. Mais la leçon est simple et brutale. Celui qui ne maintient pas sa limite avec fermeté finit par être un territoire de passage pour toute volonté étrangère. Cela se remarque lors des réunions où votre opinion est ignorée, dans la famille qui décide pour vous sans vous consulter, dans le couple qui répète le même reproche en sachant qu'il n'y aura pas de conséquences. Vous vous entraînez, sans le vouloir, à être flexible dans l'essentiel et rigide dans ce qui n'importe pas. C'est un auto-illusion qui pèse comme un sac à dos rempli de pierres que vous avez choisi de porter. Mettre des limites sans peur ni culpabilité est une rébellion silencieuse contre cette vieille habitude de s'adapter jusqu'à se défigurer. La peur apparaît dans la gorge, déguisée en prudence. Mieux vaut ne pas créer de problème. Il vaut mieux garder la paix. Mais chaque fois que vous cédez, le message est clair. Votre paix intérieure est négociable. Les autres le lisent dans votre posture, dans votre ton doux, dans la façon dont vous justifiez l'injustifiable. Il n'est pas nécessaire de crier ni de faire des scènes. La limite est un acte, pas un discours. C'est le regard qui ne se baisse pas, le refus qui ne s'explique pas, le non qui ne se déguise pas en peut-être. Celui qui a appris à maintenir son espace sans hésiter transmet une sécurité qui n'a pas besoin d'ornement. C'est une énergie dense, presque palpable, qui laisse clair que tout n'est pas permis. Et cela dérange ceux qui ont l'habitude d'envahir, mais en même temps, cela les oblige à respecter. La culpabilité est l'autre obstacle, ce murmure interne qui vous accuse d'égoïsme, de distance, de ne pas savoir céder. Ce qui est curieux, c'est qu'elle n'apparaît que lorsque vous prenez soin de ce qui vous appartient, jamais lorsque vous vous sacrifiez excessivement. La culpabilité est le prix à payer d'avoir grandi en croyant que plaire est plus important qu'être honnête. Mais chaque fois que vous ignorez cette voie, chaque fois que vous priorisez votre cohérence au-dessus des applaudissements des autres, votre dignité se renforce. Le respect de soi ne fleurit pas sur le terrain de l'auto-illusion. Il a besoin de clarté, a besoin de frontières, a besoin du courage de déranger quand c'est nécessaire. Celui qui ne met pas de limite perd sa forme. Cette phrase n'a pas besoin d'explication. C'est le résumé de ce qui se passe lorsque vous retardez votre besoin de respect en échange d'une paix fragile et temporaire. La pratique est concrète. Assis devant celui qui vous exige plus que ce que vous pouvez ou voulez donner, le corps réagit. Le pouls monte, la bouche se dessèche, l'esprit cherche une sortie diplomatique. C'est là que tout se joue. La vraie limite est celle que vous maintenez lorsque l'ambiance se tend, lorsque vous savez qu'il peut y avoir rejet ou incompréhension, mais que vous choisissez quand même de rester avec ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix ni de justifier votre décision. Il suffit de maintenir le geste ferme, la voix stable et la conviction que votre bien-être n'est pas négociable. Tout ce qui est demandé ne mérite pas de réponse. C'est l'autre ligne iconique. Parce qu'à la fin, chaque fois que vous choisissez votre dignité au-dessus de l'inquiétude ou de la culpabilité, vous devenez un peu plus maître de vous-même. Et cela, dans un monde qui récompense la complaisance, est une forme de liberté. 5. Maîtrise tes impulsions, décide calmement. Il n'y a pas de pire ennemi que ta propre impulsivité, c'est aussi simple que cela. Tu peux avoir 1000 principes gravés dans ta tête, tu peux répéter des phrases de motivation chaque matin, mais si chaque fois que tu ressens la pression d'une émotion tu sautes pour réagir sans rien filtrer, tout ton prétendu autocontrôle n'est qu'une façade. La plupart des gens ne réalisent même pas combien de pouvoir ils abandonnent aux premières impulsions. Tu réponds à ce message blessant parce que ton ego est en feu, tu cèdes à la provocation parce que tu ne supportes pas l'inconfort de rester silencieux, tu cherches la gratification rapide parce que ton esprit ne tolère pas le vide, ne serait-ce qu'une seconde.
C'est ce mécanisme qui te rend esclave. Tu confonds ressentir avec décider. Tu n'es pas maître de ta vie si tes émotions te tirent comme une marionnette. Tu ne peux pas parler de dignité ni de respect de soi si tu te rends à chaque impulsion comme si tu n'avais pas d'alternative. L'autocontrôle n'est pas une option. C'est la base minimale de toute véritable liberté. Jusqu'à quand vas-tu justifier tes réactions en disant que c'est comme ça que tu es ou que tu ne peux pas l'éviter? C'est de la paresse mentale déguisée en authenticité. Personne ne naît avec de la maîtrise de soi. Cela s'entraîne. Chaque fois que tu choisis de répondre depuis le calme et non depuis l'emportement, tu renforces un muscle invisible qui est bien plus important que n'importe quelle force physique, celui de la volonté. Arrête de te mentir avec l'excuse que tu n'as pas pu l'éviter. Tu as pu, mais tu as décidé de ne pas le faire parce que c'est plus confortable d'exploser, de céder, de chercher un soulagement immédiat plutôt que de supporter le vide et de penser clairement. Celui qui ne maîtrise pas ses impulsions est un terrain facile pour tout manipulateur, pour tout provocateur, pour toute situation qui le sort de sa zone de confort. Peu importe combien de raisons tu crois avoir, si tu ne peux pas mettre de distance entre ce que tu ressens et ce que tu fais, tu ne contrôles rien. La différence entre une personne forte et une personne faible ne réside pas dans le nombre de fois où elle ressent de la colère, de la frustration ou de la peur, mais dans la capacité à ne pas laisser ses émotions dicter ses décisions. Le stoïcisme ne te demande pas de ne pas ressentir, mais de savoir attendre que l'émotion passe pour décider avec la tête, pas avec le ventre. Le temps que tu laisses entre l'impulsion et l'action est l'espace où se joue ta liberté. C'est là que l'on voit qui commande vraiment, toi ou tes émotions. Si chaque provocation te met hors de toi, si chaque rejet te pousse à supplier ou à réagir de manière désespérée, tu n'es rien d'autre qu'un spectateur de ton propre désastre. Le calme est pouvoir. Grave-toi cela. Celui qui décide avec la tête froide gagne toujours, même si de l'extérieur il semble avoir perdu. Ce qui est difficile, c'est d'accepter que décider calmement coûte. Cela nécessite de l'inconfort. Cela nécessite de se mordre la langue, d'avaler sa fierté, de respirer profondément et de laisser passer le tremblement initial. Mais chaque fois que tu y parviens, le prix est un investissement qui se multiplie en respect de soi. Personne ne respecte celui qui explose ou supplie. On respecte celui qui sait attendre, celui qui résiste à l'impulsion et agit seulement quand il a vu le tableau complet. C'est le secret que personne ne te dit. La plupart des erreurs qui ruinent les relations, les réputations et les opportunités naissent d'une impulsion mal gérée, d'une réaction qui se déclenche trop tôt. Si tu dois choisir entre avoir raison et avoir de la dignité, choisis toujours la dignité. Parce que la dignité se construit avec de l'autocontrôle, pas avec des explosions émotionnelles ni des réponses désespérées. Si tu veux être libre, entraîne la pause. Mets-toi mal à l'aise dans le silence avant de répondre. Laisse l'émotion se refroidir avant de prendre une décision. C'est ce qui distingue celui qui commande dans sa vie de celui qui ne fait que réagir. La maîtrise de soi est le premier signe de grandeur. Il n'y a pas de raccourci. Si tu es esclave de tes impulsions, tu seras esclave de quiconque sait comment te provoquer. Décide calmement, même si cela te coûte. C'est là que commence le véritable respect de soi. 6. Ne persiste pas là où tu n'es pas valorisé. Ne persiste pas là où tu n'es pas valorisé. C'est l'une des vérités les plus inconfortables et nécessaires auxquelles tu peux faire face. Peu importe à quel point ton désir d'être vu, entendu ou accepté est fort, si tu dois forcer ta présence, justifier ta place ou convaincre quelqu'un de ton importance, tu as déjà perdu la bataille avant même de commencer. La reconnaissance authentique ne se mendie jamais. Elle se donne lorsque ta simple existence, ta seule manière d'être, génère du respect sans que tu aies à sacrifier une partie essentielle de toi-même. Mais le problème est plus profond. L'esprit, par peur du vide et de l'exclusion, invente des histoires pour supporter le rejet. Tu te répètes que peut-être qu'ils ne t'ont pas compris, que peut-être qu'ils ont besoin de temps, que si tu insistes un peu plus,
les choses changeront. Cette narration ne sert qu'à divertir ton espoir et à anesthésier la douleur de ne pas être suffisant aux yeux des autres. Il y a un piège psychologique très subtil dans lequel nous tombons presque sans nous en rendre compte. Tu te convaincs que ta valeur dépend de la réaction des autres et tu commences à mesurer ton estime de soi en fonction de l'attention, de l'affection ou de l'approbation que tu reçois. Ce que tu ne vois pas, c'est que chaque fois que tu insistes dans un endroit où tu es ignoré ou méprisé, ton esprit devient accro à ce cycle d'attente et de frustration. C'est une dépendance déguisée en persévérance, une dette émotionnelle qui ne se termine jamais de se payer parce que le paiement ne dépend pas de toi. C'est ainsi que tu t'épuises, en investissant de l'énergie, du temps et de la dignité dans des relations, des emplois ou des espaces où ta présence ne sert qu'à remplir un vide fonctionnel mais jamais émotionnel. Cette insistance te vide de l'intérieur et le pire, te convainc que tu ne vaux que ce que l'autre décide de reconnaître. La racine de ce besoin d'insister là où tu n'es pas valorisé est souvent enfouie dans de vieux apprentissages. La peur de l'abandon, la crainte de la solitude, la blessure de se sentir remplaçable ou invisible. Le mécanisme est simple. Ton esprit préfère le mauvais traitement ou l'indifférence au néant, car au moins là, il y a une réaction, un signe de vie, un quelque chose qui te maintient accroché. Mais ce quelque chose n'est ni respect ni affection sincère. C'est juste l'écho d'un manque intérieur que tu n'as pas appris à affronter. Alors tu insistes, tu t'adaptes, tu te minimises et, peu à peu, tu t'habitues à la faim émotionnelle. Plus tu luttes pour être remarqué dans un espace qui n'apprécie pas ce que tu es, plus tu t'éloignes de toi-même et plus il devient difficile de reconnaître ta propre valeur sans intermédiaire. Ne confonds pas la persévérance avec l'auto-tromperie. Insister là où il n'y a pas de réciprocité n'est pas une vertu, c'est un épuisement. Il y a une différence claire entre lutter pour une relation saine et s'accrocher à un espoir toxique. La dignité, c'est toujours quand il est temps de se retirer. Mais la peur de perdre t'oblige à rester un peu plus, à justifier l'injustifiable, à chercher des signes là où il n'y a que de l'indifférence. Si tu dois forcer ton importance, payer le prix de ta présence ou négocier les miettes d'attention, tu hypothèques ton estime de soi. Ne persiste pas là où ton absence pèse moins que ta présence. Cette phrase est clé. Car insister, c'est au fond ne pas accepter la réalité. Que tous les lieux, toutes les personnes, toutes les histoires ne méritent pas ton engagement. La véritable force réside dans le fait de savoir quand s'arrêter, de reconnaître que le respect de soi ne se prouve pas en forçant quiconque à te valoriser. Ta dignité se consolide dans le silence de ton retrait, dans la capacité de laisser de l'espace et de permettre que le vide soit plus éloquent que n'importe quel mot ou geste désespéré. Ce n'est qu'alors que tu peux voir clairement. L'absence, lorsqu'elle est digne, enseigne plus que 1000 tentatives de plaire. N'aie pas peur de cesser d'insister. Crains de rester là où tu t'éteins. Retire-toi avant de te perdre. C'est le signe de maîtrise de soi et de respect de soi qui distingue celui qui se valorise réellement. Si tu n'es pas le bienvenu, tu n'es pas non plus nécessaire. Fais-toi le plaisir de ne plus insister. 7. Marche seul quand c'est nécessaire. Un vendredi après-midi, les messages dans le groupe s'éteignent et le plan de sortir en groupe se dissipe sans explication. Tu marches seul dans la ville, ressentant le poids subtil de ne pas appartenir à un endroit, d'être la dernière option ou même celui qui ne sert à rien. Ce malaise t'accompagne alors que tu vois d'autres se rassembler, rire, appartenir, et une partie de toi commence à chercher des raisons de ne pas être là où tu aimerais être. Ce n'est pas que la solitude frappe fort comme un coup sec, c'est plutôt un goutte-à-goutte constant. Un rappel que marcher seul parfois est la seule route digne lorsque le prix de l'appartenance est de te rabaisser. L'esprit, entraîné à chercher des refuges, commence à négocier. Peut-être devrais-tu insister, céder sur tes limites, accepter des miettes, juste pour éviter ce vide ponctuel.
Mais c'est ici que se révèle le véritable coût de ne pas savoir être seul. Tu commences à hypothéquer ton intégrité en échange d'une compagnie qui ne te respecte même pas. Si tu analyses le mécanisme, tu verras que la société a mis sur la solitude une étiquette d'échec, comme si être seul était toujours un signe de défaut personnel. Depuis petit, on nous entraîne à chercher la validation dans le groupe. Appartenir est l'objectif, et rester en dehors semble la pire des condamnations. C'est pourquoi, quand il te faut marcher sans compagnie, l'esprit l'interprète comme un rejet, non comme un choix. Le véritable problème surgit quand tu fais n'importe quoi pour éviter cet échec. Tu insistes là où on ne te veut pas. Tu acceptes des conditions injustes, tu tolères des mépris, tout cela pour ne pas affronter le silence qui vient avec l'indépendance. La liberté coûte de l'inconfort, et la peur de cet inconfort est ce qui pousse des millions à nier leur propre valeur pour une place à n'importe quelle table, même s'ils ne sont pas désirés là. Rester là où on ne te respecte pas est plus de solitude que d'être seul. C'est la paradoxe que personne ne t'explique. La décision stratégique consiste à assumer que marcher seul, quand c'est nécessaire, n'est pas de la résignation, c'est une dignité active. Il ne s'agit pas de devenir un ermite émotionnel, ni de renoncer aux liens humains, mais de reconnaître qu'il y a des scénarios où la seule façon de conserver ton respect de soi est de ne pas partager le trajet. Le piège apparaît quand tu crois que ta valeur dépend du nombre d'invitations ou de l'approbation de l'environnement. Cette approche te rend esclave de la statistique sociale et t'empêche de voir que souvent, le prix de l'acceptation collective est de te diluer jusqu'à ne plus te reconnaître. Marcher seul, dans ces cas, est le filtre qui sépare ce que tu es de ce que les autres veulent que tu sois. Si tu apprends à tolérer cet inconfort, tu deviens maître de ton temps, de tes décisions et de ta paix mentale. L'analyse est simple mais brutale. Chaque fois que tu choisis la mauvaise compagnie par peur de la solitude, tu entraînes ton esprit à sacrifier des principes en échange d'une tranquillité superficielle. Mais chaque fois que tu choisis de marcher seul par conviction, tu renforces un muscle psychologique qui va bien au-delà de l'autosuffisance. C'est la capacité de te soutenir, même si personne ne regarde, de ne pas demander la permission d'exister. Celui qui sait être seul devient invulnérable à la manipulation et au chantage émotionnel, car il ne dépend plus de la présence ni des applaudissements des autres. Marche seul avant de te perdre dans la foule. C'est la force qui sépare celui qui se respecte de celui qui cherche seulement à s'intégrer. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est une stratégie vitale. Si le prix de l'accompagnement est de te trahir, choisis ton propre chemin, même si c'est en silence. La dignité ne se négocie pas et ne se partage pas à n'importe quel prix. Marcher seul, quand c'est nécessaire, est la preuve finale que tu t'appartiens. 8. Ton autocontrôle est ta véritable force. Je confesse avoir ressenti, plus de fois que je ne voudrais l'admettre, ce tir interne impossible à dissimuler. Le pouls accéléré dans la gorge quand quelqu'un me défie, la mâchoire serrée lors d'une discussion, les mains agitées, cherchant quelque chose à quoi s'accrocher pour ne pas exploser. Le corps le trahit avant que l'esprit ne parvienne à rationaliser quoi que ce soit. Dans ces secondes précédant le lâcher d'une réponse cinglante ou d'une réaction impulsive, je me suis vu comme un spectateur mal à l'aise, observant le combat entre ma fierté blessée et le besoin de ne pas perdre le contrôle. Il y a un vertige particulier, à savoir que tu pourrais tout balayer en un instant, juste parce que tu ne supportes pas l'inconfort de rester silencieux, de mastiquer la frustration, de laisser l'autre croire qu'il a gagné, même si cela n'est qu'une construction mentale. La fierté brûle, mais la conscience pèse plus. Chaque réaction impulsive est céder un morceau de pouvoir et de respect de soi, même si la colère te vend l'idée que tu défends ton territoire. La scène se répète dans le quotidien. Tu es en réunion et tu remarques comment quelqu'un essaie de te provoquer avec une phrase subtile, à peine déguisée en blague. Le geste se durcit, le regard s'affûte, tout ton corps répond au défi avant que ta raison puisse intervenir.
Ou peut-être est-ce à la maison lorsque tu reçois un message qui semble un manque de respect et tes doigts tremblent d'envie de répondre immédiatement, de prouver que personne ne te marche sur les pieds. Ton esprit se remplit d'arguments, de répliques imaginaires, de justifications. La tentation est presque physique, une décharge d'énergie qui demande à sortir immédiatement. Mais ce que tu ne vois pas, ce qui est difficile à accepter, c'est que c'est là que se mesure ta véritable force, pas dans l'explosion, mais dans la pause, pas dans la réaction, mais dans la capacité à te contenir, à laisser l'émotion se poser, à ne pas offrir le contrôle de ta vie à celui qui le mérite le moins. L'autocontrôle n'est pas l'absence d'émotion ni la froideur d'une statue. C'est la capacité de continuer à ressentir toute l'intensité, mais de décider quoi en faire. Il y a une différence énorme entre réprimer et gouverner. Celui qui réprime s'intoxique de l'intérieur, finit par exploser tôt ou tard. Celui qui gouverne reconnaît la tension, l'observe, la laisse passer comme un visiteur inconfortable, mais ne lui remet pas les clés de la maison. Cet entraînement ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une discipline quotidienne, comme renforcer un muscle invisible, supporter le silence inconfortable, laisser la fierté se dégonfler, se mordre la langue jusqu'à ce que le jugement reprenne le siège du conducteur. La vraie force se mesure dans la pause, pas dans l'impulsion. C'est la ligne qui sépare celui qui commande dans sa vie de celui qui ne fait que réagir. Dans la pratique, l'autocontrôle se révèle dans des détails presque imperceptibles. La respiration qui s'allonge avant de répondre, le mouvement lent des mains pour ne pas frapper la table, la décision consciente de reporter une réponse jusqu'à ce que l'émotion perde de sa force. C'est inconfortable, oui. Parfois ça fait mal comme un sevrage. Mais chaque fois que tu y parviens, tu te redonnes de l'autorité. Tu te rappelles que tu n'es pas esclave de tes émotions, ni marionnette de ceux qui savent comment te provoquer. L'autocontrôle est le filtre définitif, celui qui te protège de tomber dans des manipulations, celui qui préserve ta dignité, même si tout en toi crie de se venger. Décider avec la tête froide est le véritable acte de pouvoir. Ce n'est pas de la résignation, c'est le respect de soi dans son état le plus pur. Entraîne-le chaque jour, car c'est là la différence entre une vie gérée de l'intérieur ou livrée aux caprices des autres. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Être une bonne personne ne garantit le respect de personne. Souvent, l'obsession de plaire et de satisfaire devient un piège camouflé en vertu. Tu t'épuises, tu t'invisibilises et tu finis par payer un prix élevé pour une paix artificielle. Personne ne va prendre soin de tes limites si tu ne le fais pas d'abord. Nous vivons dans une culture qui applaudit le sacrifice et l'abandon excessif, mais qui se tait devant le coup psychologique de ceux qui s'oublient pour soutenir les autres. La soumission n'est pas de la bonté, c'est de la peur déguisée en générosité. Le stoïcisme ne parle pas d'être une statue froide, mais d'entraîner le caractère pour choisir fermement quand dire oui et, surtout, quand dire non. Celui qui ne se priorise pas devient un outil pour les autres. Tu n'es pas responsable de porter le monde sur tes épaules, ni de résoudre les vies des autres. Ta dignité ne peut pas dépendre de l'approbation extérieure. Cesser de se justifier est un acte de respect de soi, et apprendre à se taire à temps est la réponse la plus intelligente quand on cherche à te manipuler. La véritable liberté commence quand tu cesses de demander la permission d'être toi-même. L'inconfort est nécessaire, personne ne te rendra le temps ni l'énergie que tu as sacrifiée par peur de déranger. Aujourd'hui, tu vas apprendre à te choisir, même si cela dérange ceux qui sont habitués à ta soumission. Plus de concessions par peur, la fermeté est ta nouvelle forme de respect. 1. Arrête de chercher une validation constante, arrête de te mentir.
Chercher une validation constante est un piège que tu as toi-même creusé et dont toi seul peux sortir. Tu n'es pas un enfant perdu qui a besoin de l'approbation de chaque personne autour de toi pour savoir que tu as de la valeur. Si tu continues à mesurer ta valeur selon les sourires des autres, les merci forcés ou les tapes dans le dos, tu hypothèques ta vie et ton pouvoir personnel en mensualité qui ne cesse jamais d'être payée. Le besoin chronique de plaire, d'être accepté à tout moment, est un mécanisme mental qui ne fait que te fragiliser et te transformer en marionnette des volontés d'autrui. Chaque fois que tu repousses tes limites par peur de déranger, chaque fois que tu tais ta véritable opinion pour ne pas perdre des points dans cette absurde compétition de sympathie, tu te trahis un peu plus. Et la vérité est celle-ci. Personne ne respecte celui qui s'humilie pour plaire. Personne n'admire celui qui vit en fonction des applaudissements. Arrête de te justifier en disant que tu es une bonne personne quand en réalité tu es incapable de dire non par peur du rejet. Ce théâtre ne sert qu'à ce que les autres t'utilisent comme un joker émotionnel, sachant que tu céderas toujours à la moindre pression. Être bon n'est pas se laisser piétiner, ni servir de paillasson pour que les autres nettoient leur frustration. La véritable bonté exige de la force, exige du discernement, exige que tu te mettes en premier quand c'est nécessaire. Ne confonds pas éducation avec servilité, ni empathie avec soumission. Il y a une énorme différence entre aider par générosité et se donner par peur. Si ta paix dépend de l'approbation des autres, tu es esclave d'attentes que tu ne contrôles même pas. La philosophie stoïque est claire. Ta valeur n'est pas négociable, ta dignité non plus. Les stoïques ne cherchaient pas des applaudissements, ils cherchaient la cohérence interne. As-tu du mal à poser des limites? As-tu peur de décevoir? Alors tu dois commencer à entraîner ce muscle inconfortable qui s'appelle dignité. Chaque fois que tu acceptes l'inacceptable juste par peur de déplaire, tu fractures ton caractère. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de la faiblesse. Et la faiblesse, au fond, se paie par du mépris, d'abord le tien et ensuite celui des autres. Remercier pour tout, céder toujours, expliquer tes décisions jusqu'à l'épuisement, vivre en fonction de l'humeur des autres. C'est le manuel d'instruction pour une existence médiocre. Tu veux du respect, mais tu te comportes comme quelqu'un de superflu. Tu veux de la liberté, mais tu vis enchaîné à l'opinion des autres. Si tu cherches vraiment l'intelligence émotionnelle, commence par arrêter de demander la permission d'être toi. Personne d'autre ne va te donner ce feu vert que tu désires tant. La validation externe ne remplit jamais le vide intérieur. Elle l'alimente et l'agrandit. Personne ne viendra te sauver de ta propre insécurité. C'est l'une de ces vérités inconfortables. Les gens ne respectent que ceux qui se respectent d'abord. Arrête de perdre du temps à essayer de t'adapter à des moules qui ne te correspondent pas. Arrête de négocier ta paix pour des miettes d'acceptation. Le respect des autres commence toujours par le respect de soi. Tu n'as pas à t'expliquer tout le temps. Tu n'as pas à plaire à tout le monde. Tu n'as pas à être le sauveteur émotionnel de qui que ce soit. Apprendre à dire non, à se taire quand il le faut, à cesser de justifier chaque pas, est le premier acte de rébellion qui te rend le contrôle de ta vie. La validation est une dette impossible à rembourser et plus tôt tu le comprendras, plus vite tu cesseras d'être l'otage des autres. Choisis ta liberté, même si cela te coûte quelques visages fermés. Personne d'autre ne le fera pour toi. 2. Définissez des limites claires et ne les expliquez pas. Il vous arrive quelque chose de simple. On vous demande une faveur que vous n'avez pas envie de faire. Ce n'est pas urgent, ce n'est pas votre responsabilité, mais vous ressentez une pression silencieuse qui vous pousse à dire oui. Vous notez l'inconfort, ce mélange de culpabilité et de peur de décevoir. Et pourtant, vous êtes là, à inventer une excuse, à hésiter, à chercher une raison convaincante qui justifie votre non. Comme si votre refus devait être approuvé, comme si votre droit à avoir des limites dépendait de la compréhension des autres. Souvent, vous n'y parvenez même pas. Vous finissez par accepter, en ingérant le malaise, en accumulant un ressentiment qui se transforme ensuite en fatigue émotionnelle. Et tout cela pour éviter un moment de tension. Quel prix élevé il en coûte de céder son espace personnel pour un instant de paix apparente.
Mais le véritable problème n'est pas à l'extérieur, mais dans la croyance intérieure que vous devez expliquer, négocier ou adoucir vos limites pour qu'elles ne semblent pas être une attaque. C'est un piège mental que vous avez appris depuis votre enfance. L'idée que poser des limites est synonyme d'égoïsme, que être ferme est être insensible ou froid. Ainsi, chaque fois qu'une situation inconfortable se présente, votre esprit se remplit de justifications, prépare des arguments, imagine des réactions négatives et cherche à éviter le conflit à tout prix. Le poids de l'approbation sociale devient une sorte de filtre qui déforme votre perception de ce qui est juste et nécessaire. Mais la vérité est que personne ne va protéger votre paix si vous ne le faites pas d'abord. Vous n'avez pas à vous asseoir devant un tribunal chaque fois que vous décidez de prendre soin de votre temps ou de votre énergie. C'est ici que la dignité et l'intelligence émotionnelle entrent en jeu. Les limites claires ne demandent pas de permission ni de pardon. Elles se communiquent avec fermeté, sans fioriture ni excuse. Expliquer trop est une forme cachée de demander de l'acceptation, de mendier de la compréhension pour quelque chose qui, au fond, vous revient de plein droit. Chaque fois que vous justifiez vos limites, vous les affaiblissez. Chaque fois que vous donnez des explications inutiles, vous ouvrez la porte à ce que d'autres négocient avec vous, remettent en question vos raisons ou vous manipulent pour que vous cédiez. Le respect ne croit pas là où il y a de l'hésitation. La clarté, bien qu'elle soit parfois inconfortable, est un acte d'autodéfense psychologique. La racine de cette habitude réside dans la peur de perdre l'affection ou le statut, dans la crainte d'être considéré comme égoïste. Mais cet investissement émotionnel ne vous conduit qu'à hypothéquer votre bien-être futur pour une petite dose d'acceptation passagère. La véritable force réside dans la capacité à supporter l'inconfort momentané d'un visage long ou d'un silence gênant, plutôt que de porter pendant des jours l'insatisfaction d'avoir cédé encore une fois. Dire non et se taire ensuite est suffisant. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit que vos limites sont valables. Vous n'avez pas besoin d'être sympathique pour être respecté. Silence et fermeté, c'est la véritable autorité. Lorsque vous commencez à le pratiquer, c'est difficile. Le corps se tend, la voix tremble, l'esprit crie que vous devez expliquer, adoucir, ne pas risquer d'être le méchant. C'est le vieux réflexe de vouloir plaire et appartenir. Mais c'est là que se forge le caractère, en résistant à la tentation de vous justifier. Ce n'est pas de l'arrogance ni de la froideur, c'est du respect de soi. La valeur de vos limites se mesure à votre capacité à les maintenir sans demander pardon d'exister. Au final, seul celui qui sait dire non, sans tourner autour du pot, devient maître de lui-même. Ligne emblématique. La limite que vous défendez en silence vaut le double. Une autre, votre autorité commence là où vous cessez de vous justifier. 3. Choisis ton bien-être avant de plaire. Je n'aime pas l'admettre, mais souvent, j'ai choisi le bien-être des autres avant le mien, juste pour éviter de me sentir coupable. C'est inconfortable de reconnaître que, derrière cette générosité apparente, se cachait une sorte d'addiction à l'approbation, une dépendance psychologique à la sensation d'être le bon, même si cela impliquait de me trahir. Le problème, c'est que ce mécanisme ne paie jamais ce qu'il promet. Il te livre la satisfaction fugace de plaire, mais te facture ensuite avec de la fatigue, du ressentiment et un sentiment de vide qui ne s'en va pas. Si tu y penses calmement, prioriser le plaisir des autres est une stratégie de survie apprise, un réflexe presque automatique pour te protéger de l'inconfort, du rejet ou du jugement. Mais cette stratégie, loin de t'apporter la paix, te transforme en otage des émotions des autres. C'est un investissement émotionnel avec des intérêts très élevés. Plus tu cèdes, plus on attend de toi, et plus tu t'efforces de ne pas décevoir, moins tu te respectes toi-même. L'origine de ce schéma se trouve souvent dans une éducation émotionnelle défectueuse, où l'on t'a appris que ton propre bien-être est secondaire et que mettre les autres en premier est un signe de vertu. Le résultat est que chaque fois qu'un conflit surgit entre ce dont tu as besoin et ce que les autres attendent de toi,
Ton esprit active le pilote automatique. Minimiser tes besoins, justifier ceux des autres, reporter ton repos, accepter des tâches qui ne te concernent pas. Le coût de cette habitude est cumulatif et le corps le ressent. Fatigue chronique, irritabilité, manque de motivation et un sentiment constant d'être endetté envers tout le monde sauf toi-même. Vivre ainsi, c'est renoncer peu à peu à ton propre projet de vie. C'est donner du temps, de l'énergie et de la santé en échange d'une image de bonté que personne ne récompensera comme tu l'espères. Sur le plan psychologique, le dilemme est simple. Tu dois décider si tu préfères la tranquillité superficielle de plaire au détriment de ton authenticité ou le malaise momentané de te prioriser, même si cela dérange les autres. La peur d'être égoïste est un piège conceptuel, un filtre mental hérité qui déforme l'idée de justice personnelle. Te prioriser n'est pas négliger les autres, c'est cesser de te sacrifier inutilement par peur de perdre de l'affection. Lorsque tu analyses tes décisions sous cet angle, tu réalises combien de fois tu as agi par peur et non par liberté. C'est ici que l'intelligence émotionnelle réelle entre en jeu. Il ne s'agit pas de te protéger de la douleur des autres, mais d'apprendre à distinguer entre aider par conviction et aider par besoin d'être accepté. La première option ajoute, la seconde te retire. Choisir ton bien-être exige une révision brutale de tes motivations et un entraînement conscient pour tolérer le malaise de décevoir. Personne n'aime recevoir de la désapprobation, mais si tu choisis toujours le chemin facile, tu ne connaîtras jamais le respect de soi. Chaque fois que tu priorises ton repos, ta santé mentale ou ton temps, tu envoies un message clair. Ta vie n'est pas une monnaie d'échange pour acheter de la sympathie. Ces petits actes d'auto-affirmation, bien que gênants au début, construisent une base solide sur laquelle repose une véritable estime de soi. La clé est de comprendre que plaire n'est pas une obligation morale et que personne n'a le droit d'exiger ton sacrifice constant. La philosophie stoïque le dit clairement. Le contrôle sur ce que tu penses et décides t'appartient et seulement à toi. Si tu remets ce contrôle par peur de déplaire, tu perds bien plus qu'un sourire d'autrui. Tu perds la possibilité de vivre en cohérence. Choisis ton bien-être avant de plaire, même si cela implique des visages fermés ou des jugements silencieux. La vraie paix commence lorsque tu cesses de te trahir pour t'intégrer. Il n'existe pas de dignité sans autodéfense consciente. Phrase emblématique, ton bien-être n'est pas négociable. Une autre, le respect des autres ne compense pas l'abandon de soi. 4. Utilisez le silence comme réponse consciente. Un ascenseur arrêté entre deux étages, silence absolu, seulement le bourdonnement lointain du câble tendu et le clignotement froid du panneau de chiffres. Pas de musique, pas de mots, pas d'échappatoire rapide. Juste cet instant suspendu où le temps s'étire et t'oblige à t'écouter, à sentir le poids de ta respiration et le battement accéléré sous la peau. Utiliser le silence comme réponse, c'est exactement cela. Arrêter le mécanisme automatique des excuses, couper le flux anxieux des mots et rester immobile, mal à l'aise, dans l'espace entre ce qu'on te demande et ce que tu décides. Le silence, bien choisi, est inconfortable pour celui qui l'observe, percutant pour celui qui le maintient. C'est le langage de celui qui n'est plus prêt à offrir des explications, ni à laisser les autres le pousser hors de ses propres limites. Dans la vie réelle, cela se traduit par des gestes concrets. Quelqu'un te lance une demande déguisée en urgence, attend ta réaction docile, mais tu soutiens simplement le regard, sans hâte, laissant le poids de l'attente tomber sur la table. Tes mains restent immobiles, tes lèvres scellées. L'autre commence à s'inquiéter, cherche à remplir l'air de justification, d'arguments, d'allusions, mais tu ne cèdes pas le terrain. Apprendre à utiliser le silence nécessite une maîtrise du corps. Contrôler l'impulsion de te justifier, résister à la pression invisible de devoir dire quelque chose. Laisser le moment se refroidir pour que la décision vienne de la fermeté et non de la culpabilité. Le silence est inconfortable, mais c'est un inconfort qui entraîne le caractère et protège ton énergie. Beaucoup ne supportent pas ce vide et remplissent l'air d'excuses inutiles,
comme celui qui se couvre d'une couverture chaque fois que la température baisse. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas expliquer, chaque fois que tu permets à l'autre de coexister avec le non-dit, tu renforces ton autorité interne. Il est courant qu'on te qualifie de froid ou distant. C'est le prix initial de cesser d'être prévisible et complaisant. L'inconfort des autres ne t'appartient pas. Lorsque tu romps avec l'habitude de remplir l'espace avec des arguments, tu apprends à valoriser l'information que ton propre silence génère. Tu observes comment l'autre réagit, combien il insiste, à quelle vitesse il recourt à la manipulation ou au reproche. Le silence bien utilisé est un filtre. Il sépare la demande légitime du chantage émotionnel. Il ne s'agit pas de devenir hermétique ou indifférent, mais de choisir quand et comment parler, de ne pas offrir ton énergie à chaque interaction. Le silence est aussi un bouclier, face aux provocations, aux critiques déguisées en conseils ou aux tentatives de te faire douter de tes propres décisions. Se taire est une manière de couper le cycle de l'influence extérieure. Au lieu d'entrer dans le jeu de la justification, d'alimenter le conflit avec des mots, tu choisis la pause, l'espace, la réponse qui ne s'épuise pas. Celui qui maîtrise le silence maîtrise la scène. Ligne iconique. Le silence inconfortable vaut plus que 1000 excuses vides. Tu n'as pas à remplir tous les vides. La véritable force réside dans le maintien de l'espace, dans la résistance à la pression sans te trahir, dans le fait de laisser clairement, sans mots, que ta décision est suffisante en elle-même. Il y a des gestes qui en disent plus que n'importe quelle explication. Le regard ferme, la posture droite, l'immobilité des mains. C'est là que surgit la véritable dignité, la certitude que ta présence ne demande pas de permission. Laisse le silence parler pour toi. Celui qui ne sait pas coexister avec lui ne sait pas non plus respecter tes limites. Ligne iconique. Celui qui maîtrise le silence devient maître de son temps et de sa paix. 5. Ne prends pas la responsabilité de la vie des autres. Tu n'es le sauveur de personne. Arrête de porter les vies des autres comme si c'était ta responsabilité, comme si ta mission était de sauver ceux qui s'enfoncent dans leurs propres erreurs. Ce rôle est un piège déguisé en noblesse, une stratégie d'auto-illusion qui ne fait qu'alimenter ton ego et drainer ton énergie. La vérité inconfortable est que tu t'es habitué à te sentir nécessaire, à croire que sans ton aide, les autres ne sauraient pas quoi faire. Mais ce besoin d'intervenir, de résoudre, d'éviter que les autres affrontent leurs conséquences n'est qu'un mécanisme pour te distraire de ton propre vide. Chaque fois que tu t'immisces pour résoudre des problèmes qui ne sont pas les tiens, tu te mets une médaille invisible et en même temps, tu t'enchaînes à une vie d'épuisement, de frustration et de ressentiment. La réalité est brutale. Celui qui vit en assumant les responsabilités des autres n'est pas plus généreux, il est plus faible. Ce n'est pas de la force, c'est de la peur déguisée en vertu. Peur de ne pas être important, de ne plus être indispensable. Peur que si tu lâches le rôle de sauveur, tu te retrouves seul avec tes propres affaires, sans le drame des autres qui te donne un sens. Mais personne ne te remerciera comme tu l'espères. Au contraire, plus tu résous pour les autres, plus ils deviennent dépendants. Plus tu te sacrifies, moins ils te valorisent. Devenir le coussin émotionnel des autres ne fait que te faire utiliser comme monnaie d'échange pour acheter de l'affection bon marché. Arrête de te croire indispensable. La vie des autres n'est pas ton projet. Il est facile de tomber dans l'excuse de « je veux aider ». Je ne peux pas détourner le regard. Si je ne le fais pas, personne ne le fera. Mais ces phrases sont des mensonges que tu te racontes pour ne pas affronter la peur de décevoir, de perdre le contrôle, de cesser d'être perçu comme la bonne personne que tout le monde peut utiliser à sa convenance. Sois clair. Aider ceux qui en ont vraiment besoin, oui. Porter leurs responsabilités, non. Il y a une différence gigantesque entre la compassion et la codépendance. La première ajoute, la seconde te soustrait. Si ton estime de soi dépend de te sentir utile pour tous, ce que tu as n'est pas de la générosité, c'est de la dépendance émotionnelle. Personne ne respecte celui qui se sacrifie toujours et ne se choisit jamais. Phrase emblématique, celui qui vit pour sauver finit par se noyer.
Arrête de protéger les adultes de leurs propres erreurs. Laisse le poids des conséquences tomber là où il doit. Personne ne mûrit ni n'apprend quand il y a quelqu'un qui résout tout. Et si c'est toi qui soutiens, qui amortis, qui bouche les trous des autres, tu retardes seulement la croissance des autres et sabotes la tienne. Ce qui semble être de l'empathie est en réalité de la peur du rejet déguisé en altruisme. Ne te trompe pas. La véritable force réside dans le fait de voir quelqu'un trébucher et, au lieu de courir pour le relever, de faire confiance à sa capacité à se relever seul. Si tu es toujours le filet de sécurité, tu deviens prisonnier des chutes des autres. Ce n'est pas ton rôle. Éloigne-toi du syndrome du sauveur. Arrête de demander la permission de te prioriser. Si quelqu'un se sent mal à l'aise parce que tu cesses de porter sa vie, c'est son problème, pas le tien. La dignité commence lorsque tu lâches le besoin d'être le héros et que tu te choisis toi-même. Phrase emblématique. Ta vie n'est pas la scène des batailles des autres. Celui qui veut vraiment du respect apprend à lâcher la responsabilité qui ne lui revient pas. Tu n'es pas indispensable, tu es libre. 6. Sois juste avec vous-même avant d'être généreux. La justice commence par soi-même, même si cela fait mal à l'admettre. Vous ne pouvez pas parler de véritable générosité si vous passez votre vie à ignorer vos propres besoins, à remettre à plus tard vos désirs et à reléguer votre bien-être au dernier plan. C'est une contradiction brutale. Vous vous efforcez tant d'être juste et disponible pour les autres, mais vous êtes implacable avec vous-même. Vous vous imposez des sacrifices que vous ne demanderiez jamais à personne d'autre. Cette balance déséquilibrée n'est pas une vertu, c'est de l'abandon de soi déguisé en bonté. Ce que vous appelez générosité est souvent une peur d'être égoïste, une peur de ne pas être à la hauteur des attentes, une peur de ne plus être nécessaire. Vous vivez en vous préoccupant de ne pas décevoir, de ne pas déranger, de toujours répondre présent, même si pour y parvenir, vous devez vous trahir un peu chaque jour. La voix intérieure qui vous dit que ce n'est pas si grave, que les autres en ont plus besoin, que vous pouvez supporter, est le mécanisme qui perpétue cette injustice silencieuse. Ainsi, vous devenez le juge le plus sévère de vos propres besoins et le défenseur inflexible de ceux des autres. La racine de ce schéma réside dans une croyance ancienne et profondément ancrée. L'idée que se prioriser est une faute, que penser d'abord à soi est une sorte de péché moral, mais personne ne vous récompense pour vous sacrifier en silence. Au contraire, vous vous habituez à être la ressource facile, le joker qui est toujours là, même lorsque vous ne pouvez plus. Ce système fonctionne par inertie. Vous vous retrouvez à résoudre, à accompagner, à céder. Et quand enfin vous vous demandez ce dont vous avez besoin, la seule chose qui apparaît est une sensation de vide et de fatigue accumulée. Vous vous êtes tellement entraîné à regarder vers l'extérieur que vous ne reconnaissez même plus le poids de votre propre dette interne. Être juste avec vous-même n'est pas un acte d'égoïsme. C'est une question d'équilibre psychologique et de respect de base. Celui qui ignore ses propres limites finit par faire payer les autres sous forme de ressentiment, d'épuisement ou de reproches déguisés en bonté. Être juste avec vous-même exige de revoir la façon dont vous vous parlez, dont vous vous jugez et dont vous vous permettez de vous reposer, d'échouer ou de dire non sans sentir que vous devez quelque chose au monde. Il ne s'agit pas d'abandonner la générosité, mais de comprendre que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas, ni offrir une énergie qui ne vous reste pas, ni résoudre les vies des autres au détriment de la vôtre. Cet ajustement mental est inconfortable car il oblige à affronter la question que vous évitez le plus. Quelle part de votre générosité est authentique et combien est un mécanisme pour masquer votre peur de ne pas valoir si vous cessez d'être utile? La véritable générosité ne peut surgir que de quelqu'un qui est en paix avec lui-même. Pas de celui qui utilise le sacrifice pour remplir un compte émotionnel toujours dans le rouge. Prendre soin de soi est un acte de justice fondamental. Ligne emblématique. Personne ne va vous rendre ce que vous vous refusez vous-même. La philosophie stoïque insiste sur ce point. La véritable vertu commence par l'autogouvernance.
Vous ne pouvez pas être juste à l'extérieur si vous êtes implacable et injuste à l'intérieur. Vous ne pouvez pas prêcher l'empathie si votre dialogue interne est pure exigence et culpabilité. La justice envers vous-même est le premier filtre. C'est seulement à partir de là que vous pouvez choisir quand donner, comment aider et jusqu'où accompagner sans vous perdre dans le processus. Et oui, apprendre à être juste avec vous-même va déranger ceux qui étaient habitués à votre disponibilité illimitée. Qu'il en soit ainsi. Votre dignité n'est pas négociable, votre bien-être non plus. Soyez juste avec vous-même avant d'être généreux, même si cela implique de décevoir ceux qui s'attendaient à continuer à vous demander des sacrifices silencieux. Le respect de soi se construit ainsi, en se choisissant sans demander pardon. Ligne emblématique, justice personnelle avant sacrifice chronique. 7. Priorise ta dignité plutôt que l'approbation. Tu arrives à une réunion de famille et presque sans t'en rendre compte, tu te retrouves à accepter des commentaires sur ta façon de vivre, tes décisions, même tes silences. Quelqu'un donne son avis sur ton travail, un autre remet en question ton dernier choix personnel et l'ambiance se remplit de petites évaluations déguisées en intérêt. Ton premier réflexe est d'acquiescer, de sourire, d'adoucir le moment pour ne pas créer de tension ni te sentir hors de place. Mais chaque fois que tu avales une gêne, chaque fois que tu baisses la tête pour éviter une discussion minime, ce que tu fais réellement, c'est mettre ta dignité au second plan et donner la priorité à l'approbation de ceux qui t'entourent. Le mécanisme est simple et profondément ancré. On t'a conditionné à penser que plaire est plus important que d'être fidèle à toi-même, que faire plaisir au groupe est une bouée de sauvetage social que tu ne peux pas lâcher. Mais cette habitude, devenue réflexe, finit par éroder ta perception de toi-même jusqu'à ce que ta présence devienne négociable et ton jugement malléable par l'opinion des autres. Si tu analyses le processus, le désir d'approbation n'apparaît pas de nulle part. Il a des racines dans le besoin d'appartenir et dans l'insécurité apprise dès le plus jeune âge. Tu ne veux pas détonner. Tu préfères éviter le jugement et le rejet, même si cela implique de céder de petits territoires internes. Le problème est que chaque concession t'éloigne un peu plus de ta propre cohérence. La dignité ne se perd pas dans de grands drames, mais dans ces gestes quotidiens où tu choisis de garder le silence sur ce que tu penses, d'accepter ce que tu ne veux pas, ou de déguiser ton inconfort pour ne pas être perçu comme l'étrange ou le problématique. Ainsi, l'approbation devient une monnaie d'échange et tu t'habitues à en payer le prix avec tes propres principes. Cet investissement ne rapporte pas. Ce que tu gagnes est une paix superficielle, une illusion d'appartenance qui n'est jamais suffisante car elle dépend de facteurs que tu ne contrôles pas. La conséquence de prioriser l'approbation sur la dignité est une sorte d'érosion interne. Tu perds ton centre, tu cesses de te reconnaître, et le respect de soi se dilue jusqu'à ce qu'il ne reste que le masque fonctionnel que tu portes en société. L'estime de soi ne survit pas longtemps lorsque tu la laisses entre les mains des autres. Et c'est ici qu'intervient l'analyse stratégique. Tu dois identifier les points de fuite, ces moments où le désir d'être accepté te pousse à te trahir. La première étape est d'observer sans anesthésie comment tu agis lorsque tu sais que tes décisions peuvent déranger ou déplaire. C'est là que se révèlent les véritables limites de ta dignité. Il ne s'agit pas de se battre pour tout ni d'imposer ta volonté, mais de maintenir ton jugement même si cela signifie perdre de la sympathie ou faire face à des regards inconfortables. La fermeté n'est pas de l'arrogance, c'est une autodéfense psychologique. Ligne emblématique. La dignité n'est pas négociable, même si l'approbation a bonne presse. Apprendre à prioriser ta dignité est un processus de désapprentissage conscient. Cela exige de désactiver le pilote automatique qui te pousse à chercher l'approbation et de le remplacer par une boussole interne orientée vers la cohérence et le respect de soi. Cela implique de l'inconfort, oui, car tu devras faire face à la vieille peur d'être mal compris ou rejeté. Mais chaque fois que tu choisis ta dignité au-dessus du plaisir social, tu renforces ton caractère et récupères ton autorité sur toi-même.
C'est un entraînement. Maintenir tes décisions sans entrer dans des explications inutiles. Exprimer ton désaccord avec respect mais sans l'adoucir jusqu'à le rendre méconnaissable. Accepter que tout le monde ne va pas te célébrer et que c'est bien ainsi. La liberté personnelle commence lorsque tu cesses d'hypothéquer ton authenticité pour un sourire emprunté. Ligne emblématique. Privilégie l'inconfort de la vérité plutôt que de t'intégrer par habitude. 8. Agis avec fermeté, pas avec soumission. Je reconnais que je me suis surpris à accepter des choses que je ne voulais pas, simplement parce que l'inconfort de dire non me semblait plus lourd que le désagrément de céder. Je me souviens de la tension dans le corps, du geste forcé d'acquiescer, de la mâchoire serrée, alors que dans ma tête s'allumait l'alarme qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et pourtant, choisissant la soumission par habitude, par peur, par ce réflexe appris de survivre en plaisant, c'est comme laisser quelqu'un d'autre conduire ta vie, même si tu sais que le volant t'appartient. Il ne s'agit pas de grands drames, mais de ces moments où ton langage corporel te trahit, les épaules affaissées, le regard baissé, les mains agitées sur la table. Chaque fois que tu agis depuis la soumission, ta présence se rétrécit un peu plus, ta voix s'éteint et ton énergie se disperse à plaire plutôt qu'à affirmer ton avis. La fermeté, en revanche, a une texture différente. Elle se remarque dans la posture droite, dans le regard qui ne se cache pas, dans le ton de voix qui ne monte ni ne descend pour s'adapter à l'ambiance extérieure. Agir avec fermeté n'est pas crier ni s'imposer, c'est maintenir la décision, même si l'atmosphère se tend, même si l'autre fronce les sourcils ou croise les bras en signe de désaccord. C'est le geste de celui qui n'est pas prêt à céder son espace intérieur pour quelques miettes d'approbation. Il y a un moment clé, cet instant où tu ressens la pression de céder, et au lieu de te recroqueviller, tu restes là où tu es. Tu n'expliques pas trop, tu n'embellis pas ton refus, tu le maintiens simplement, laissant l'autre voir que ta décision est inébranlable. C'est ainsi que l'on entraîne la dignité, en supportant le poids du silence, en tolérant l'inconfort des autres sans l'absorber comme une responsabilité personnelle. L'habitude de la soumission se nourrit de petits gestes quotidiens. Le oui que tu voulais être un non, le sourire qui cache le malaise, l'excuse inutile pour éviter un frottement. Mais la fermeté se forge aussi dans des détails simples. Maintenir le dos droit, regarder en face, parler en phrases courtes et claires. La sécurité se transmet plus parce que tu ne cèdes pas que parce que tu expliques. Ceux qui t'entourent le perçoivent. L'énergie change, le traitement s'ajuste. Le respect grandit à mesure que tu cesses de demander la permission d'avoir ton propre avis. Personne ne peut respecter celui qui plie sous la moindre pression. Le respect se construit à partir de la cohérence, pas de la complaisance. Ne confonds pas fermeté avec froideur. La fermeté est clarté, pas rigidité. C'est la capacité de reconnaître tes limites, de choisir quand t'aider et quand te retirer, d'écouter sans laisser l'opinion des autres submerger ton propre jugement. Dans la pratique, cela se ressent comme un contrôle interne, comme si le centre de gravité était en toi et non chez les autres. C'est une autorité silencieuse, sans besoin de te justifier ni d'élever la voix. Celui qui agit avec fermeté occupe de l'espace sans envahir, marque sa présence sans écraser. La véritable autorité est silencieuse, mais elle se ressent dans l'air. Personne ne l'accorde, tu la construis chaque fois que tu choisis de ne pas te trahir. Fais l'expérience. La prochaine fois qu'on te demande quelque chose que tu ne veux pas, observe ton corps, écoute ta voix, note si l'impulsion est de céder ou de te maintenir. Décide, prononce ton non et reste ferme, même si la situation devient tendue. C'est inconfortable, oui, mais cet inconfort est le prix de ta liberté. Ligne iconique. La fermeté ne crie pas, mais elle s'entend clairement. Une autre, ta présence pèse plus quand tu ne te plies pas. La soumission est la renonciation silencieuse. La fermeté, la conquête quotidienne de ton respect personnel. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.
N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Ne te trompe pas. La plupart de ce qui te prive de paix n'est pas à l'extérieur, mais dans ta tête. Ce n'est pas le patron, ce n'est pas le trafic, ce n'est même pas cette erreur qui ne cesse de te poursuivre. Le véritable piège est la manière dont tu interprètes et permets à chaque détail extérieur de te tirer, comme si tu étais un simple spectateur de ta propre vie. Tu as vécu des années en croyant que contrôler l'extérieur est la clé, mais je te le dis clairement. Le seul contrôle réel commence et se termine dans ton esprit. Si tu dépends de la météo, de l'humeur des autres, de tes caprices émotionnels, tu te condamnes à être prisonnier de circonstances que tu ne maîtriseras jamais. Le stoïcisme n'est pas une mode ni une échappatoire, c'est un entraînement mental pour cesser d'être l'otage de ce que tu ne peux pas changer et commencer à gouverner ce qui t'appartient vraiment, ton caractère. Cela fait mal de l'admettre, mais une grande partie de notre souffrance est auto-imposée, un coût psychologique que nous payons chaque fois que nous choisissons de réagir comme des automates et non comme des êtres conscients. La liberté intérieure exige de renoncer au confort des excuses et d'accepter que l'essentiel ne se négocie pas et ne se remet pas à plus tard. Le caractère est ton refuge le plus sûr, le reste est emprunté. Aujourd'hui, je vais te montrer 10 leçons dures, pratiques et directes pour cesser d'être victime de tes impulsions et commencer à forger un esprit fort, serein et véritablement libre. N'attends pas de formules magiques, attends des vérités inconfortables. Voici le début de l'entraînement. 1. Maîtrise ton esprit avant le monde. La réalité est inconfortable. Ton plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Peu importe combien tu t'efforces de changer ce qui se passe dehors, tant que ton esprit est un chaos, ta vie sera le reflet de ce désordre. Cessons de chercher des excuses et de blâmer les autres ou la chance pour ce qui nous arrive. Si ton humeur dépend de l'humeur des autres, des nouvelles du jour, du trafic ou de la météo, alors tu es esclave de tout, sauf de ta volonté. Jusqu'à quand vas-tu continuer à justifier tes réactions, ton anxiété ou ton manque de contrôle ? L'autotromperie est addictive et la plupart préfèrent le confort de ne pas regarder à l'intérieur plutôt que de faire face à la vérité de leur propre faiblesse mentale. Personne ne va te sauver de tes propres pensées, ni le temps, ni les circonstances, ni la promesse d'un changement externe. Si tu n'es pas capable de gouverner ce qui se passe dans ta tête, tu seras toujours un otage de ce qui se passe dehors. Le stoïcisme n'est pas une belle théorie, ni des phrases de calendrier. C'est un entraînement brutal. C'est le travail constant d'identifier les filtres déformés par lesquels tu interprètes le monde et de les remplacer par un jugement clair et volontaire. Maîtriser l'esprit est l'opposé de se laisser emporter par des impulsions, des plaintes ou des caprices émotionnels. C'est avoir la discipline de choisir la réponse, pas la réaction. Sois honnête. Combien de fois as-tu permis qu'une émotion passagère te vole la paix pendant des heures, voire des jours ? Chaque fois que tu cèdes le contrôle de ton humeur à quelque chose d'extérieur, tu paies un prix et cette facture s'accumule. La dette émotionnelle que tu portes pour ne pas mettre de l'ordre dans tes pensées est la cause de ton insatisfaction. Personne ne te doit la sérénité. Personne ne va t'offrir de la force. Toi seul peux décider de ne plus être une victime de tes propres mécanismes automatiques. L'esprit s'entraîne ou se fane. C'est aussi simple que cela. Il ne suffit pas de le comprendre intellectuellement. Il faut le pratiquer chaque jour, dans chaque interaction, face à chaque obstacle. La clarté mentale ne tombe pas du ciel. Elle se construit avec des décisions difficiles et des renoncements conscients. L'autocontrôle est la base de la véritable liberté. Si tu ne peux pas te gouverner toi-même, tout le reste est accessoire. Prends la responsabilité de ton propre caractère. Cesse de mendier de la validation ou d'attendre que le monde s'adapte à tes désirs. Le véritable pouvoir commence lorsque tu choisis de ne pas réagir à tout ce qui te secoue.
Maîtrise ton esprit avant le monde, car celui qui ne se commande pas lui-même ne commande rien. Voici la vérité. Ta vie dépend de ta discipline mentale, pas de la chance. 2. Sépare les faits des interprétations émotionnelles. Quelqu'un ne répond pas à un message. Tu ressens cet inconfort immédiat, l'impulsion automatique de combler le silence avec des interprétations. Il est sûrement fâché. Je ne l'intéresse plus. J'ai mal agi. Ce qui se passe dans la réalité est simple. Un message sans réponse. Mais l'esprit, entraîné à dramatiser, fabrique des histoires complètes à partir d'un minimum de données. C'est ici que se révèle le piège, notre tendance à confondre les faits avec des jugements émotionnels. Si tu ne t'entraînes pas à faire cette distinction, tu finiras par vivre dans un film que tu écris toi-même, mais qui coïncide rarement avec ce qu'il est vraiment. Le mécanisme est subtil et presque invisible. Un geste, un mot, une pause, n'importe quoi suffit pour que le vieux schéma s'active et que tu commences à interpréter tout à travers des filtres contaminés par l'insécurité, les attentes ou les blessures non résolues. Le résultat est prévisible. Anxiété, ressentiment, colère. Tu vis en réagissant non à ce qui se passe, mais à ce que tu crois que cela signifie. Si tu veux vraiment de la clarté et de la sérénité, tu dois disséquer chaque situation. Qu'est-ce qu'un fait? Qu'est-ce qu'une interprétation? Le fait est qu'ils n'ont pas répondu à ton message. Tout le reste est une construction de ta part. Le fait est qu'il pleut. Ce que tu interprètes sur la pluie, ce que tu y projettes. Aujourd'hui va être une mauvaise journée. Tout se complique. N'est pas la réalité. C'est un commentaire mental. Le stoïcisme enseigne à interrompre ce réflexe, à mettre en pause la machinerie d'interprétation automatique. Écrire la différence entre ce qui se passe et ce que tu penses de ce qui se passe est un exercice brutalement honnête. Tu découvres à quel point ta souffrance est optionnelle, à quel point tu es devenu accro aux récits émotionnels qui te dépouillent de ton pouvoir. Le défi consiste à ne pas te laisser kidnapper par la première émotion qui apparaît, à ne pas considérer comme vérité absolue l'histoire que ton esprit fabrique en quelques secondes. Séparer les faits des interprétations n'est pas se refuser à ressentir, c'est se refuser à être manipulé par tes propres distorsions internes. L'esprit indiscipliné transforme chaque contretemps en une catastrophe personnelle, mais ce n'est qu'une habitude apprise. Tu peux commencer à la briser chaque fois que tu pratiques cette séparation. Il suffit de te demander « Que se passe-t-il réellement ? Quelle partie de tout cela est juste ma réaction ?» Ici, il ne s'agit pas de résignation ni de froideur, mais d'honnêteté radicale. L'autoliberté commence lorsque tu oses voir ce qui est, pas ce que tu imagines ou crains. La douleur inutile est toujours une interprétation. L'esprit est ton terrain d'entraînement, pas ton bourreau. Ce que tu ne distingues pas te gouverne. Là où il y a interprétation consciente, il y a pouvoir. 3. Choisis de répondre, ne réagis pas. Je ne vais pas le déguiser. Parfois, je ressens l'avalanche de la réaction avant même de pouvoir l'arrêter. Un mot mal placé, un regard que j'interprète comme du mépris, un petit contretemps, et la machinerie interne s'active déjà. Le corps répond, l'esprit justifie, le vieux schéma d'impulsion demande de l'espace. Il n'y a rien d'héroïque ni d'épique dans ce premier mouvement automatique. C'est l'inertie d'années de conditionnement. Si l'on observe avec honnêteté, on remarque que dans chaque réaction, il y a un abandon immédiat de la souveraineté personnelle. C'est comme si, pendant un instant, tu cédais la clé de ton caractère à ce qui se passe à l'extérieur. La réaction est toujours le chemin le plus court, le plus confortable et le plus coûteux. Chaque fois que tu te laisses emporter, tu ne décides pas, tu ne fais que répéter. Tu suis simplement le chemin qui exige le moins et facture le plus. La réaction est bon marché, mais elle te coûte cher. Le problème est structurel. Nous confondons vitesse avec efficacité, spontanéité avec authenticité, intensité avec courage. Mais derrière chaque réaction automatique, il y a une chaîne de causes. La peur de perdre le contrôle, le besoin d'avoir raison, l'habitude de défendre l'ego comme si c'était la dernière frontière de la dignité.
Ce sont des mécanismes qui se nourrissent de la paresse mentale et du désir d'éviter l'effort de penser avant d'agir. Si tu ne les identifies pas, ils te gouvernent. Si tu ne les entraînes pas, ils te fragilisent. La différence entre réagir et répondre est la différence entre être un reflet conditionné ou un individu conscient. Réagir, c'est être esclave de l'extérieur. Répondre, c'est exercer sa propre maîtrise. Voici le point critique. Il y a un espace minimum, parfois à peine perceptible, entre le stimulus et l'action. Cet espace est la seule propriété privée que tu as, le terrain où se joue ta véritable liberté. C'est là que naît la décision qui sépare ce que tu es de ce que tu ne fais que répéter. Répondre ne signifie pas réprimer ni nier ce que tu ressens. Cela signifie examiner avant d'agir, mettre sur pause le pilote automatique et te demander, même en silence, est-ce que ce que je suis sur le point de faire me représente ou ne fait que répéter le même scénario de toujours? La réponse consciente exige un investissement. Attention, remise en question, discipline émotionnelle. C'est pourquoi si peu de gens la pratiquent. Parce que choisir de répondre implique de payer le prix du délai, de supporter l'inconfort de l'autocontrôle et d'accepter la responsabilité des conséquences de ce que tu décides. Sans cet exercice, ta vie entière est hypothéquée à des impulsions extérieures et à des habitudes héritées que tu n'as jamais remises en question. La force ne réside pas dans la réaction immédiate, mais dans la capacité de choisir la réponse qui te construit, pas celle qui te détruit. Répondre est un privilège acquis, pas un accident. La réaction te vole du pouvoir, la réponse te le rend. Si tu veux vraiment la liberté, commence par conquérir cet espace entre le stimulus et ta décision. L'autocontrôle est le seul luxe qui ne dépend de personne. Il n'y a pas de raccourci. Tout ce que tu ne maîtrises pas te maîtrise. 4. Fais du caractère ta possession principale. Pense au caractère comme une pièce sculptée dans la pierre, non comme un masque flexible que tu changes selon l'occasion, mais comme une structure qui résiste au poids de la vie. Chaque jour, le monde te lance des fragments, des opinions extérieures, des provocations, des compliments, des opportunités faciles de trahir ce que tu dis être. Tu peux voir ces moments comme des coups de ciseaux ou comme des tentations qui érodent la forme de ton caractère. Les gestes les plus petits, ceux que personne ne voit, comment tu traites celui qui ne peut pas te rendre la faveur, la fermeté de ta parole quand il serait simple de te rétracter, la manière dont tu soutiens la vérité, même si cela te met mal à l'aise. Ce n'est pas ce que tu as, ni ce que tu montres, ni ce que tu parais. C'est ce qui résiste quand tout ce qui est accessoire s'effondre. Le caractère est le seul bien que tu ne peux pas perdre par accident. Tu ne l'abandonnes que par négligence ou lâcheté. C'est ainsi que se mesure ta valeur, non par les applaudissements, mais par ce que tu fais quand personne n'applaudit. Il y a une différence brutale entre accumuler des possessions et construire un caractère. La première est légère, facile à arracher ou à perdre. La seconde est la seule chose qui reste à toi quand tout le reste change. Celui qui base sa sécurité sur l'extérieur vit sur une corde raide. Chaque fois que le monde bouge, il ressent le vertige de l'insécurité. En revanche, celui qui fait du caractère sa plus grande possession peut marcher fermement même lorsque le sol tremble. L'intégrité ne dépend pas de la commodité du moment. C'est le résultat de centaines de décisions inconfortables que tu prends en privé. La vie quotidienne est pleine de ces micro-décisions. Choisir l'honnêteté quand mentir te coûterait rien. Garder son calme pendant que tout le monde perd la tête. Renoncer à la plainte facile et opter pour l'action. Chacune laisse une marque, ajoute ou retire à ce que tu es à l'intérieur. Il n'y a pas de plus grande pauvreté que celle de celui qui a tout, sauf lui-même. Le matériel est un prêt, le caractère est une propriété. Tu peux perdre la santé, le travail, la réputation, mais tant que tu restes fidèle à tes principes, tu es toujours maître de toi. Le caractère est le seul refuge qui ne s'enflamme pas au premier contretemps. La discipline de le construire exige de surveiller tes pensées, de filtrer tes motivations, de polir tes réactions.
Cela implique d'accepter le coût de décevoir les autres plutôt que de te trahir toi-même. Il y a des moments où la vie te coince et t'offre des raccourcis. Abandonner, mentir, s'adapter à ce qui te dégrade. Si tu cèdes, peut-être que personne ne le remarquera, mais toi, tu le sais. La pire perte est celle de la confiance en soi. Répète cela jusqu'à l'enregistrer. Rien d'extérieur ne peut te retirer ce que tu construis à l'intérieur. Le caractère est une richesse invulnérable. Fais-en ta possession principale et personne ne pourra te ravir la paix. 5. Priorise l'essentiel. Souviens-toi de ta finitude. Le temps que tu perds, personne ne te le rendra. C'est la blessure que tu ignores chaque jour pendant que tu te distrais avec le trivial, pendant que tu remets à plus tard ce qui compte vraiment et que tu te convaincs avec des arguments fallacieux que tu auras bien l'occasion. Tu ne l'auras pas. Si tu n'es pas capable de te regarder en face et d'admettre que ta vie est finie, tu continueras à offrir tes heures aux premiers caprices, aux drames des autres, à l'urgence inventée. As-tu vraiment besoin d'un autre rappel pour comprendre que l'essentiel n'attend pas? Il n'y a pas de plus grande auto-illusion que de te croire immortel dans la pratique, même si tu répètes par cœur que la vie est courte. Prioriser l'essentiel implique une brutalité envers soi-même, couper sans pitié le superflu, cesser de justifier l'accumulation de tâches en attente, la surcharge d'engagements inutiles, l'addiction au divertissement sans but. Chaque fois que tu remets à plus tard ce qui est important, tu laisses l'inertie décider pour toi, et l'inertie ne sait que t'emmener vers la médiocrité. Tu n'es la victime de l'agenda de personne, ni de la désorganisation mondiale. Tu es l'otage de tes propres priorités déformées. Assez d'excuses. Personne ne va organiser ta vie sauf toi. Le stoïcisme n'est pas une invitation au minimalisme décoratif, c'est un mandat de lucidité. Reconnais ce qui a un poids réel et ce qui ne fait que prendre de la place. Ton temps est limité et ton énergie ne se régénère pas par magie. La plupart vivent comme s'ils avaient 1000 secondes chance, comme si les jours étaient une dette qu'on peut refinancer. Ce ne sont pas des secondes chances. Chaque jour que tu perds dans le superflu est un investissement perdu que tu ne récupéreras jamais. Ne te trompe pas, ton calendrier, tes routines, tes conversations, tes habitudes de consommation, tout parle de ce à quoi tu donnes vraiment de la valeur. L'essentiel se défend chaque jour. Il ne se prêche pas le dimanche, ni ne se récupère dans une crise. Souviens-toi de ta finitude, car c'est là ta seul avantage stratégique. Quand tu es conscient que la mort est le seul dénouement garanti, les déchets émotionnels et les engagements vides perdent tout leur pouvoir. Celui qui oublie sa limite finit par vivre comme un touriste dans sa propre existence, toujours en attendant le moment idéal pour faire ce qu'il devrait déjà faire. Ne gaspille pas ta vie dans ce qui ne compte pas. Le courage n'est pas de faire plus, mais de faire seulement ce qui transforme. Ne te laisse pas distraire par le superflu. Tu seras jugé par ce que tu as priorisé, pas par ce que tu as accumulé. La sérénité est un privilège que seul obtient celui qui a le courage de se concentrer sur ce qui importe et l'humilité d'accepter qu'il n'y aura pas de seconde chance. Le temps est ta ressource la plus précieuse. Tu perds le contrôle quand tu oublies l'essentiel. Personne ne va te rappeler cela tous les jours. Fais-le toi-même avant qu'il ne soit trop tard. 6. Transformer les obstacles en opportunités internes. Personne ne va adoucir le coup. Les obstacles n'existent pas pour vous abattre, mais pour exposer la qualité de votre réaction. Chaque fois que vous êtes confronté à une difficulté, le matériau avec lequel votre monde intérieur est construit se révèle immédiatement. Vous pouvez passer votre vie à attendre des conditions idéales ou à vous lamenter sur les pierres sur le chemin, mais la vérité inconfortable est que ce qui vous arrête est rarement le fait en lui-même, mais l'interprétation que vous en faites. L'obstacle n'est qu'un fait. La souffrance supplémentaire est un impôt mental que vous choisissez de payer. Combien de fois votre première réponse est-elle de vous plaindre, de vous sentir victime ou de renier votre sort? Ce réflexe automatique n'est pas innocent. C'est le résultat d'années à programmer votre esprit à chercher des coupables à l'extérieur et à éviter de regarder votre propre fragilité.
Le piège est de croire que la vie vous doit du confort ou que les problèmes sont des épreuves injustes. Personne n'a garanti un chemin dégagé ni de protection contre l'adversité. Les obstacles sont inévitables, mais votre façon de les affronter est optionnelle. C'est ici que le stoïcisme devient brutalement pratique. Il exige que vous analysiez votre réaction interne, que vous dénudiez vos croyances les plus confortables et que vous vous demandiez quelle opportunité se cache dans ce que vous rejetez d'emblée. Le mécanisme est simple et impitoyable. Chaque fois que quelque chose vous dérange, vous avez deux options. Soit vous répétez le vieux schéma de résistance et d'usure, soit vous utilisez cet événement comme matériau pour renforcer votre caractère. Il ne s'agit pas de romantiser la douleur, ni de faire semblant que tout ce qui est difficile est automatiquement précieux. Il s'agit de comprendre que chaque obstacle est une invitation à briser une faiblesse interne, à entraîner une vertu que vous ne maîtrisez pas encore, à revoir le filtre avec lequel vous jugez vos circonstances. La véritable transformation se produit lorsque vous cessez de mesurer la vie par ce qui vous est facile et commencez à la voir comme une série d'opportunités pour polir votre caractère. La croissance est une dette qui se paie par un inconfort volontaire. Chaque fois que vous relevez le défi de transformer la difficulté en apprentissage, vous brisez la chaîne de la réaction automatique et devenez maître de votre expérience. Vous n'êtes pas un spectateur passif de vos problèmes, vous êtes l'artisan de vos réponses. L'obstacle cesse d'être un piège lorsque vous découvrez quel muscle interne vous pouvez exercer à partir de lui. C'est la différence entre vivre à la merci des faits et vivre comme un protagoniste conscient. Rien d'extérieur ne vous arrête autant que votre résistance interne à accepter et à tirer parti de ce qui se passe. Celui qui transforme l'obstacle en entraînement forge une résilience qui ne dépend pas de la chance. Souvenez-vous de ceci, chaque difficulté est un investissement dans votre force, si vous osez l'utiliser. Ce que vous ne transformez pas vous pèse. Ce que vous affrontez avec honnêteté vous libère. 7. Renonce volontairement à l'excès matériel. Tu ouvres l'armoire et tu te retrouves avec des vêtements que tu n'as pas portés depuis des mois, peut-être des années. Dans le garde-manger, des aliments que tu as achetés sur un coup de tête et dont tu ne te souviens même plus pourquoi. Sur la table, des appareils qui promettaient de te simplifier la vie et qui aujourd'hui ne font que prendre de la place. Le schéma est clair, tu accumules des objets, des engagements, des distractions. Non pas parce que tu en as besoin, mais parce qu'à un moment donné, tu as pensé qu'en remplissant l'extérieur, tu pourrais combler un vide intérieur. L'excès matériel est une réaction automatique à l'inconfort d'être avec soi-même. Il est plus simple d'anesthésier l'insatisfaction en achetant, en collectionnant, en remplissant des espaces que d'affronter la racine de ton agitation. Tu te convaincs que tu le fais par praticité, prévention ou mérite, mais la plupart de ces justifications ne sont que des couches d'auto-tromperie. Le résultat est un esprit saturé, une vie lourde, une liberté hypothéquée à ce que tu possèdes. Le mécanisme est insidieux. Chaque objet supplémentaire promet une utilité, mais finit par exiger de l'attention, de l'entretien, de l'ordre. Chaque chose que tu gardes occupe non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental. L'excès n'est pas seulement une question de mètres carrés, c'est un fardeau invisible qui vole la clarté et te distrait de l'essentiel. Pense à la façon dont la peur de perdre ou l'anxiété d'en avoir plus te poussent à confondre abondance et bien-être. Au final, tu multiplies seulement la dépendance, car plus tu accumules, plus tu t'identifies à ce que tu possèdes et plus tu crains de le perdre. Ainsi, l'excès matériel n'est pas un signe de succès, mais d'insécurité mal gérée. La paradoxe est brutale. Tu cherches la sécurité dans ce qui, en réalité, te rend plus fragile. Renoncer volontairement à l'excès n'est pas un geste esthétique ni une mode passagère. C'est une stratégie d'autolydrie. Décider ce qui est superflu et ce qui apporte réellement de la valeur est un exercice d'honnêteté radicale et de pouvoir personnel.
Le détachement conscient n'est pas de la pauvreté, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée. C'est s'entraîner à dépendre de moins en moins de l'extérieur et à renforcer le muscle de la suffisance interne. Lorsque tu choisis de lâcher prise, quelque chose se libère en toi. Tu cesses de mesurer ta valeur par ce que tu possèdes et reprends le contrôle sur ce qui compte vraiment. L'excès est une ancre mentale. Le renoncement volontaire est une déclaration de liberté. Voici la ligne que tu dois graver. Ce que tu possèdes te possède si tu ne le surveilles pas. Fais l'inventaire. Chaque objet inutile est une décision en attente. Il ne s'agit pas de vivre avec le minimum par dogme, mais de reconfigurer ta relation avec le matériel. Le stoïcisme te demande de mettre chaque chose à sa place. Outils, pas amulette, ressources, pas identité. La légèreté est pouvoir. Lorsque tu choisis de ne porter que l'essentiel, tout ce qui est superflu perd son emprise sur toi. C'est là que commence la véritable indépendance. Lorsque tu peux lâcher prise, sans te sentir moins, et que tu découvres que l'indispensable tient presque toujours dans une seule décision. Moins de poids, plus de clarté. 8. Accepte la réalité sans résistance inutile. Ce n'est pas facile à admettre, mais il y a des moments où je me surprends à serrer la mâchoire ou à fermer les poings sans m'en rendre compte. C'est comme si une partie de moi, profondément ancrée, se rebellait en silence contre tout ce qui ne se passe pas comme je le souhaite. Je vois mon reflet dans la fenêtre, tandis que la nouvelle inattendue apparaît sur l'écran de mon téléphone. Ou quand un plan change brusquement et que cette gêne physique, cette sorte de tension dans les épaules, s'installe immédiatement. Le corps le trahit avant l'esprit. La respiration se raccourcit, le geste se durcit, le regard cherche un point fixe, comme s'il essayait de résister à l'évidence que le monde ne va pas s'adapter à mes désirs. Il y a un instinct presque enfantin qui s'active et exige que les choses soient différentes, que l'inconfort disparaisse et que l'inévitable se plie à mes préférences. Mais la réalité ne négocie pas. Je peux voir la chaîne de micro-gestes qui se répètent chaque fois que je me résiste. Un soupir impatient lorsque la file avance lentement. Le froncement de sourcils quand quelqu'un dit quelque chose que je ne veux pas entendre, les doigts frappant la table pendant que j'attends qu'une situation hors de mon contrôle se résolve. C'est une séquence absurde, comme si serrer les dents pouvait changer le temps, ou comme si désirer qu'une autre personne agisse différemment avait un pouvoir réel. La résistance inutile s'immisce dans les moindres détails. Vouloir remonter le temps, effacer un mot déjà prononcé, éditer la réalité comme si c'était un fichier numérique. Mais la vie n'accepte pas les commandes d'annulation. L'honnêteté consiste à reconnaître que cette impulsion de s'opposer à ce qui est déjà n'augmente que l'usure. La tension mentale et physique s'accumule comme un poids inutile, une sorte de pénalité pour ne pas accepter le fait fondamental qu'il y a des choses hors de ma portée. La sérénité ne se construit pas en luttant contre l'inévitable, mais en apprenant à lâcher l'illusion de contrôle. L'esprit indiscipliné insiste pour se battre sur chaque détail, comme si l'entêtement était une vertu. Mais cela ne fait qu'augmenter la frustration, car rien ne change à l'extérieur lorsque tout ce que je fais est de résister à l'intérieur. Accepter n'est pas céder, c'est cesser de gaspiller de l'énergie dans des combats perdus d'avance. C'est regarder la situation telle qu'elle est, sans la maquiller ni la déformer, et décider de ce que je peux faire à partir de là. La résistance inutile est une dette émotionnelle qui ne se paie jamais. Elle ne fait que s'accumuler. Lorsque tu apprends à accepter ce que tu ne peux pas changer, tu regagnes du pouvoir sur ce qui dépend de toi. La liberté commence au moment où tu cesses de mendier à la réalité qu'elle soit différente. Respire, accepte et agis depuis ce sol ferme. Accepter est l'antidote contre la paralysie. La réalité ne se plie pas, mais tu peux cesser de te battre avec des fantômes. 9. Prends la responsabilité de ton propre destin. Tu es comme un architecte enfermé dans un bâtiment sans plan, attendant que les fondations se renforcent d'elles-mêmes, tout en croisant les bras et en lançant des reproches au climat, aux ouvriers, à la ville entière.
c'est l'auto-illusion parfaite. Convaincu que la structure de ta vie dépend de facteurs extérieurs, tu t'exonères de toute responsabilité sur la forme finale. Mais la vérité est brutale. Le bâtiment, c'est toi et chaque étage que tu ne construis pas est ton choix, pas la faute de l'environnement. Arrête de chercher des coupables dans la topographie, dans la pénurie de matériaux ou dans les bruits extérieurs. Le manque de progrès n'est que le reflet de tes décisions remises à plus tard et de ta peur de prendre le contrôle. Il y a ceux qui préfèrent rester à réviser éternellement la liste des obstacles, attendant le signal magique qui justifierait leur stagnation, mais ce qu'ils réussissent à faire, c'est perfectionner l'art de la plainte et de la paralysie. Si tu te convaincs que le destin est une succession d'accidents et non de choix, tu finis par devenir l'otage de tes propres excuses. Personne ne va construire tes murs, ni installer tes fenêtres, ni concevoir les couloirs par lesquels tu veux te déplacer. Blâmer le hasard, tes parents, l'économie ou la malchance ne construit rien. Cela ne fait qu'accumuler la poussière sur l'œuvre inachevée de ton caractère. La vérité inconfortable est que l'autoresponsabilité n'est pas une option décorative, c'est un impératif de vie. Tant que tu continues à attendre la permission de quelqu'un d'autre, tu ne seras jamais maître de ton histoire. Celui qui s'installe dans le rôle de victime ne fait que perfectionner l'habitude d'abdiquer son pouvoir. Il est plus facile d'être spectateur de ta vie que d'agir en tant qu'auteur réel, mais c'est le prix de la médiocrité. Ton destin ne dépend pas d'un coup de chance, mais de la discipline brutale de décider et d'assumer les conséquences. Il n'y a qu'une seule loi ici. Ce que tu ne choisis pas, tu le choisis par omission. Il n'y a pas de neutralité dans la construction de ton destin. Chaque évasion est une renonciation, chaque justification est une brique qui manque. Personne ne va te sauver, n'est pas une menace. C'est la liberté la plus crue qui existe. Tant que tu continues à alimenter le récit selon lequel le monde te doit quelque chose, tu vivras hypothéqué à la frustration et au ressentiment. Le seul chemin vers une véritable indépendance passe par la prise en charge de chaque décision, même celles qui te mettent mal à l'aise ou te mettent en exposition. Ta biographie n'est pas un accident, c'est une succession de choix quotidiens, de renoncements douloureux et d'engagements inconfortables que tu assumes ou éludes. Le courage de prendre le gouvernail est la différence entre une vie propre et une existence empruntée. Tu n'es pas un accident de tes circonstances, tu es le résultat de tes choix. Choisis de te construire ou accepte de disparaître dans la multitude de ceux qui attendent éternellement. 10. Cultive l'ordre et la force, quoi qu'il arrive. Rien ne s'organise tout seul, le chaos est la loi par défaut. Le reconnaître n'est pas se résigner, c'est le premier pas pour cesser d'attendre que la sérénité arrive comme un visiteur inattendu. Le désordre extérieur n'est souvent que le reflet d'un esprit qui, lorsque les circonstances se compliquent, révèle la fragilité de sa discipline intérieure. La tentation d'abandonner le contrôle lorsque tout semble s'effondrer est puissante. Il y a une voix intérieure qui chuchote qu'il ne vaut plus la peine de faire des efforts, que la fatigue justifie la négligence, que plus tard il y aura le temps de reconstruire ce que vous négligez aujourd'hui. Mais cette voix est celle qui perpétue la stagnation, celle qui normalise la médiocrité sous prétexte de fatigue ou d'injustice. L'ordre mental ne s'improvise pas au moment de la crise. C'est le résultat de milliers de petites décisions inconfortables, de la vigilance constante sur la pensée et l'émotion. La véritable force n'est ni une pause ni un coup de chance. Elle naît de l'habitude de rester ferme, même lorsque tout invite à baisser les bras. Si vous tombez dans le cycle d'attendre que la tempête passe pour reprendre le contrôle, vous vous condamnez à vivre en pause, toujours à la merci de facteurs que vous ne contrôlez pas. Le plus difficile est de maintenir la structure interne pendant que l'externe s'effondre. L'esprit cherche des excuses, rationalise la paresse et construit des arguments pour reporter l'effort. Le désordre commence souvent de l'intérieur, une concession minimale, une promesse que demain sera différent, une tolérance silencieuse à la négligence. Ainsi, le désordre se normalise, le muscle de la force s'atrophie et, lorsque vous vous y attendez le moins,
vous vous retrouvez à vivre une vie qui ressemble peu à ce que vous avez un jour dit vouloir. Il n'y a pas de force sans ordre, ni d'ordre sans une volonté entraînée à résister à la pression de l'immédiat. Le mécanisme est simple et brutal. Chaque fois que vous choisissez le chemin facile, le désordre prend du terrain. Chaque fois que vous maintenez l'autocontrôle, vous renforcez la structure qui vous soutient lorsque tout tremble. La discipline n'est pas une cage, c'est la condition minimale pour la véritable liberté. Jusqu'à ce que vous entraîniez la capacité de rétablir l'ordre mental et émotionnel au milieu du chaos, vous restez otage de tout contretemps. Ce que vous ne cultivez pas pourrit. L'ordre et la force sont des investissements quotidiens, pas des récompenses accordées par chance. Vous n'êtes pas le produit de vos circonstances, mais des décisions que vous prenez juste au moment où tout semble justifier la reddition. Vous tenir à vos principes quand personne ne regarde, c'est construire des fondations qui ne dépendent pas du climat. Au final, la seule chose que personne ne peut vous arracher, c'est la fermeté avec laquelle vous choisissez de vous gouverner. Ordre et force, quoi qu'il arrive, c'est la différence entre survivre et vivre à votre hauteur. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu,